Bonjour à tous les premières, donc on va débuter notre vidéo sur la suite des journées de juin 1848, enfin la fin des journées de juin 1848. On avait vu la dernière fois, pendant la dernière vidéo, les débuts de cette république, les journées de juin, vous vous en souvenez, cette révolution qui a été faite par les partisans de la République sociale, par en fait les socialistes. Je vous ai envoyé un petit mail de précision sur Auguste Blanqui. Auguste Blanqui, qu'on peut considérer comme étant le fondateur du socialisme français, d'accord, qui défend les ouvriers et qui est pour une république sociale, une république démocratique. Et pour arriver à cette république démocratique, il faut faire une révolution violente. Alors, cette révolte, ces émeutes dans Paris avaient été jugulées par le général Cavaignac. Ce général Cavaignac, on est en juin 1848, hein, ce général Cavaignac devient chef du gouvernement. Qu'est-ce que c'est chef du gouvernement? Il devient en fait Premier ministre, d'accord? Et l'assemblée qui avait été élue, vous vous en souvenez, avec 9 millions d'électeurs, est une assemblée constituante. Cette assemblée constituante, elle rédige donc une constitution qui est adoptée le 4 novembre 1848. Cette constitution est un peu inspirée de la constitution américaine, c'est-à-dire qu'on va avoir un président de la République et une seule assemblée. Ce président de la République ne sera pas responsable devant l'Assemblée nationale, donc en fait on va avoir une séparation stricte des pouvoirs. Une séparation stricte des pouvoirs, un exemple, à la différence de notre 5ème République, le président ne peut pas dissoudre l'Assemblée législative. Le président ne peut pas être réélu après son mandat qui va durer 4 ans, d'accord? Il ne peut pas être réélu. Pourquoi en fait? Il y a une raison à ça, c'est parce qu'on veut éviter une prise personnelle du pouvoir. On veut éviter en fait que ce président soit réélu, soit réélu, soit réélu, et qu'on arrive à une sorte de nouvelle dynastie. Et pourtant, c'est à cause de ça, entre autres, que Napoléon va faire un coup d'État. Il ne peut être réélu, donc ça va le forcer à modifier la Constitution pour rester au pouvoir. L'Assemblée, elle, c'est 750 députés. C'est une assemblée législative, elle vote les lois. Donc on a par exemple le général Cavaignac qui se présente, c'est le candidat des républicains modérés, d'accord? Cavaignac, lui, il a lutté contre les socialistes, contre les émeutes, il est fermement républicain, mais républicain modéré, c'est un libéral. Et on va avoir une nouvelle personnalité politique qui était déjà connue, qui était déjà un peu dans le monde politique, qui est Louis-Napoléon Bonaparte. Ce Louis-Napoléon Bonaparte, ça va être en fait le candidat des conservateurs, c'est-à-dire des gens qui vont être partisans de l'ordre, qui vont être contre le socialisme, vous me direz comme Cavaignac, sauf que ce Louis-Napoléon Bonaparte va s'appuyer sur un parti qu'on appelle le Parti de l'Ordre. Ce Parti de l'Ordre, il est composé des orléanistes. Les orléanistes, c'est les partisans de la monarchie de Louis-Philippe. Et d'un autre côté, les légitimistes. Les légitimistes, eux, qu'est-ce qu'ils veulent? Ce sont des partisans des héritiers de Louis XVI, des Bourbons. Ils veulent soit un retour à l'Ancien Régime, une nouvelle restauration. Cette nouvelle restauration, ils vont la vouloir pendant longtemps, donc ils veulent soit une nouvelle restauration, soit un régime qui se rapproche de la monarchie. Et c'est sur cette base politique que Louis-Napoléon Bonaparte va faire, on va dire, sa campagne électorale. Il va s'appuyer sur ses conservateurs, Louis-Napoléon Bonaparte, et d'un autre côté, ses conservateurs comme Adolphe Thiers, on en a parlé plusieurs fois, Adolphe Thiers qui est orléaniste. Ces conservateurs pensent que Napoléon, c'est celui qu'il faut utiliser pour faire de la politique, pour mettre en place leurs idées, les idées du Parti de l'Ordre, hein, fondé sur la bourgeoisie, l'ordre, la sécurité, l'entreprise et des choses comme ça. D'accord? Et d'ailleurs, Thiers dira de Louis-Napoléon Bonaparte, c'est un crétin que l'on mènera. D'accord? Il pense se servir de lui pour mettre en place les idées d'une république conservatrice, sauf que Napoléon Bonaparte a d'autres idées. Il veut rétablir la dynastie des Bonaparte. Et c'est ce qu'écrit Tocqueville, d'accord,
concernant Louis-Napoléon Bonaparte, qui veut rétablir cette dynastie, je vais vous lire le texte de Tocqueville sur sa position concernant Napoléon, celui qui va devenir Napoléon III. Alors Tocqueville écrit « J'ai toujours cru qu'il était tellement convaincu de son droit, et je doute que Charles X ait jamais été plus entiché de sa légitimité qu'il l'était de la sienne. Aussi incapable du reste que celui-ci de rendre raison de sa foi, car s'il avait une sorte d'adoration abstraite pour le peuple, il ressentait très peu le goût de la liberté. Le trait caractéristique et fondamental de son esprit en matière politique était la haine et le mépris des assemblées. Le régime de la monarchie constitutionnelle lui paraissait plus insupportable que celui même de la République. L'orgueil que lui donnait son nom, qui était sans bornes, s'inclinait volontiers devant la nation, mais il se révoltait à l'idée de subir l'influence d'un parlement. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire que Louis-Napoléon Bonaparte veut devenir ce président élu. C'est pour ça que Tocqueville dit s'incliner de volontiers devant la nation. Donc il va être l'égérie de la volonté populaire, il va être mis en place par la volonté populaire, et pourtant il ne veut pas de ce régime d'assemblée, de ce régime purement républicain. Louis-Napoléon Bonaparte va déplaire aux libéraux qui sont pour une séparation des pouvoirs, qui sont pour la mise en place de liberté, d'accord ? La liberté de la presse, la liberté du commerce, la liberté d'entreprendre, les libertés individuelles. Louis-Napoléon Bonaparte est pour un régime, oui peut-être comme son oncle, parce que c'est le neveu de Napoléon Ier, d'accord ? S'il est issu de 1789, il tire aussi ses idées de une république de l'ordre, une république qui prend aussi des codes à la monarchie, d'accord ? Il n'est pas le candidat des libertés républicaines, et en tout cas pas totalement. Alors, après les élections présidentielles, Louis-Napoléon Bonaparte est élu président de la Deuxième République. Ces élections ont lieu le 10 et le 11 décembre 1848. Qui est élu ? C'est Louis-Napoléon Bonaparte. Il obtient 75% des suffrages, tandis que Cavaignac, vous vous en souvenez, le candidat des républicains modérés, ne reçoit que 20% des suffrages. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Les vrais républicains en 1848 sont encore en minorité en France. La République, telle qu'on la connaît aujourd'hui, va devoir encore travailler pour s'installer vraiment. D'accord ? C'est en fait au XXe siècle, au début du XXe siècle, que les idées républicaines vont commencer vraiment à s'imprégner. Le débat sur la forme du régime, république ou monarchie, va disparaître au moment de la Seconde Guerre mondiale, d'accord, si on veut aller plus loin. Le 20 décembre 1848, Louis-Napoléon Bonaparte entre en fonction. Il est donc ni monarchiste, ni socialiste, un peu républicain, et encore. Alors, qu'est-il ? Il est bonapartiste. Le bonapartisme, c'est, et on va lire les mots de ce professeur dont je vous parlais hier, qui s'appelle André Ancrevet, qui explique vraiment l'idée bonapartiste. Vous savez, le bonapartisme, c'est un courant politique qui est issu d'un homme, dans un premier temps, Napoléon Ier. Alors, il écrit « Le bonapartisme n'est ni une droite ni une gauche, c'est une idéologie qui emprunte des éléments à la droite et à la gauche. Attentive au développement économique et au bien-être des masses, par exemple du peuple, elle s'incarne, donc cette idéologie, dans une conception autoritaire du pouvoir, hostile au parlementarisme et fondée sur le lien direct de nature plébiscitaire entre les masses et le chef de l'État. Elle possède aussi une composante extérieure qui inclut la gloire militaire, la haine des traités de 1815 et l'appui au principe des nationalités. Tout ça, on l'avait vu ensemble, vous vous en souvenez. Et les législatives de 1848, qu'est-ce qu'elles donnent ? Elles confirment la défaite des républicains modérés. Ils sont que 13% à l'Assemblée nationale. Ils n'ont que 75 élus, alors que le Parti de l'Ordre de Louis-Napoléon Bonaparte a 450 élus. Et les socialistes, les démocrates socialistes, eux, ont 350 élus. Ce qui est quand même pas mal. Alors, et les élections législatives de 1849, qu'est-ce qu'elles vont donner ? C'est la défaite des républicains modérés, qui n'ont que 13% des voix, c'est-à-dire
75 députés. Le parti de l'ordre, celui grâce auquel Louis-Napoléon est arrivé au pouvoir, obtient 450 députés. Et les démoxocs, les socialistes, les démocrates socialistes, ont environ 300 députés. Qui a voté pour le parti de l'ordre et pour Louis-Napoléon Bonaparte? Ce sont beaucoup les paysans assez conservateurs. Mais on va remarquer aussi que ces paysans vont voter pour les socialistes. Dans le centre de la France surtout, le milieu rural vote socialiste. Dans l'Allier, par exemple, dans le Cher, dans la Nièvre en Bourgogne. À l'Assemblée, on lutte contre cette montée du socialisme qui fait peur, et en tout cas qui fait peur aux conservateurs et aux conservateurs de l'Assemblée. Et c'est pourquoi certaines libertés, comme celles concernant le suffrage universel, vont être un peu restreintes. Par exemple, une loi du 31 mai 1850 restreint l'élection au suffrage universel. Pour pouvoir voter à ce suffrage universel, il faut résider au moins 3 ans dans la même commune. Qu'est-ce que ça fait ça? Ça empêche les ouvriers qui bougent tout le temps. Vous savez, les ouvriers, ils sont sur un chantier, dans une usine, et ensuite ils se déplacent dans une autre usine quand le travail est fini. Ensuite, ils se déplacent dans une autre usine, dans un autre chantier, quand le travail est fini. Ce qui les empêche d'avoir un domicile fixe, ou en tout cas, ils ne restent pas longtemps. Donc les ouvriers, si pour voter, ils doivent rester 3 ans au même endroit, ils ne restent jamais 3 ans au même endroit. Donc cette loi est faite pour limiter le vote des ouvriers, qui est un vote socialiste. Alors, la liberté de la presse et la liberté de réunion sont aussi, encore une fois, un peu limitées. La loi Fallou, du nom du ministre, permet à l'Église d'avoir un rôle important dans l'enseignement. Et oui, Louis-Napoléon Bonaparte est élu aussi par les catholiques. Et d'ailleurs, en mai 1849, l'armée française intervient à Rome pour aider le pape à reprendre les états pontificaux, à le rétablir dans son pouvoir temporel contre une république libérale qui s'était mise en place en Italie, d'accord, une république aussi anticléricale où on ne voulait plus des états pontificaux, et le pape est rétabli sur son trône comme roi, comme monarque de son pays, qu'on appelle les états pontificaux. Donc Louis-Napoléon Bonaparte, qu'est-ce qu'il fait? Il mène un peu campagne dans toute la France. Il ne peut pas réviser la Constitution, et c'est ça, c'est cette Constitution qu'il n'arrive pas à réviser. Vous savez, il veut être réélu. Il ne peut pas, ça le pousse à vouloir faire un coup d'État pour continuer à être au pouvoir. Et le 2 décembre 1851, il fait un coup d'État. L'armée est à Paris, elle réprime les débuts de manifestations. Louis-Napoléon Bonaparte rétablit le suffrage universel qui avait été limité, et il fait légitimer le coup d'État. Le peuple va voter pour le coup d'État, va légitimer plutôt le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Des opposants au régime, des opposants au coup d'État plutôt, on n'a pas encore vraiment de régime, sont arrêtés. Par exemple, Victor Hugo. Vous savez, Victor Hugo va écrire une sorte de légende dorée de Napoléon Ier, qu'il appelle Napoléon le Grand, tandis que Louis-Napoléon Bonaparte, il va l'appeler Napoléon le Petit. Alors, en janvier 1852, Louis-Napoléon Bonaparte met en place une république décennale, donc avec une élection du président pendant 10 ans, tout ça pour préparer la proclamation de l'Empire. Et donc le 2 décembre 1852, l'Empire est proclamé, c'est la fin de la Deuxième République, la mise en place du Second Empire. Louis-Napoléon Bonaparte, premier président et seul président de la Deuxième République, devient Napoléon III. Petite conclusion toujours de notre cher professeur dont je vous parle depuis le début. Qu'est-ce qu'il écrit? D'accord? La Deuxième République se termine donc dans le drame. Son importance ne doit pourtant pas être jugée à l'aune de sa longévité. Anticipatrice à bien des égards, elle a rénové le débat politique par l'introduction capitale du suffrage universel. Elle a ainsi initié l'émancipation politique du peuple qui, soumis jusqu'à-là aux autorités sociales et religieuses, a commencé à prendre conscience qu'il lui était possible non plus de subir la vie politique, mais au contraire d'y participer. Et si le coup d'État, dont l'une des principales fonctions, outre le maintien de Louis-Napoléon au pouvoir, est d'empêcher le peuple de s'exprimer librement, lors de l'échéance légale de mai 1852, est en mesure de réussir, c'est parce que Paris et la province n'évoluent pas au même rythme, et surtout parce que l'émancipation du peuple n'est réelle que dans une fraction limitée du territoire.
la résistance au coup d'État va le montrer et peser lourd sur le nouveau régime.